Ce matin, je vais vous parler de beacons et en particulier de l'utilisation des beacons dans un contexte d'établissement culturel qui est directement relié à votre activité. Alors, la première question, qu'est-ce que sont les beacons? Ce sont des petits boîtiers. Alors, vous avez un exemple de ces boîtiers. D'ailleurs, vous trouverez à l'intérieur une petite surprise pour les plus curieux d'entre vous. Ce sont des petits boîtiers électroniques qui émettent un signal radio de type Bluetooth dans un rayon dans une proximité très immédiate, c'est-à-dire à quelques mètres de distance. Donc en fait, chaque appareil peut se régler individuellement, ce qui fait que la puissance du signal peut aller de quelques mètres à, disons, dans une émission maximum, en tous les cas pour ce modèle, jusqu'à une cinquantaine de mètres environ. Donc l'intérêt de ce dispositif, c'est de faire réagir les appareils mobiles, en particulier les smartphones, qui vont donc, lors de la réception du signal, déclencher par exemple le fonctionnement d'une application ou une notification. L'intérêt aussi de cette technologie, parce que Bluetooth, vous en avez déjà entendu parler, Bluetooth existe depuis une quinzaine d'années, donc ce n'est pas en soi quelque chose de fondamentalement nouveau. Mais la grosse particularité ici, c'est qu'on utilise ce que l'on appelle Bluetooth Low Energy ou Bluetooth LE, qui en fait présente l'avantage d'avoir une consommation électrique très très réduite. Ce qui fait qu'on est capable de miniaturiser dans la taille d'un dispositif comme celui-ci, l'alimentation électrique avec une pile qui va donner en fait au beacon une autonomie de plusieurs mois de fonctionnement, voire de plusieurs années. Disons que ça donne une flexibilité en termes de déploiement, c'est-à-dire qu'il est très facile d'installer ces petits appareils. Dans le cadre du salon Museum Connexion, vous remarquerez en visitant les stands des exposants que tous les stands sont équipés d'un petit beacon qui diffuse en fait une fiche d'information sur l'exposant et les produits qu'il propose au public. Donc, technologie facile à déployer, technologie peu coûteuse. Le coût moyen d'un beacon se situe, selon les fournisseurs, entre 20 à 40 €, donc ce n'est pas, disons, quelque chose de coûteux. Et qui présente et qui naturellement dans le cadre de déploiements plus importants permet de faire des économies d'échelle très significatives. On peut s'attendre à ce que d'ici 1 ou 2 ans, le coût de ces appareils soit divisé par 2 ou par 3 sans doute possible. Alors on va continuer. Donc ici vous avez une petite présentation. Donc personnellement je fais partie d'une société qui s'appelle Next2You et qui présente une solution justement qui est basée sur ces technologies. C'est également notre entreprise qui a développé l'application mobile officielle du salon Museum Connexion qui vous permet justement d'avoir de l'information sur les exposants. Mais dans le cadre de cette présentation, je vais plus vous parler de l'utilisation des beacons dans un contexte d'établissement culturel que dans un contexte par exemple événementiel comme ici sur le salon. Continuons. Alors, avant de rentrer en détail des applications possibles pour un musée, on va faire un petit tour d'horizon des utilisations de cette technologie dans différents contextes. Alors le premier, celui qui vous intéresse le plus, sont bien sûr les musées et les expositions culturelles. Alors là, le principe, une des utilisations, il y a les deux grands usages qu'on va avoir des beacons. Ça va être d'abord de faire de la présentation d'œuvres. En fin de compte, le beacon, il permet de localiser le public. C'est-à-dire de savoir que le visiteur est à proximité et dans une salle donnée, est à proximité d'une œuvre particulière. Donc si par exemple vous installez autour de vos différentes œuvres les beacons, cela permettra en fait à vos visiteurs de découvrir un commentaire multimédia qui va apparaître au moment où le visiteur va se présenter à proximité de l'œuvre. Donc je me rapproche d'un tableau et je vais avoir une information sur l'œuvre, sur l'artiste, qui va apparaître en fait contextuellement par rapport à la position, à l'endroit où je me trouve dans la pièce. Et comme on est capable de régler la puissance d'émission du signal de manière assez précise, c'est-à-dire de quelques mètres par exemple, on peut très bien imaginer que dans une même galerie, on est à proximité de chaque œuvre
un beacon qui soit déployé justement pour localiser le public et lui donner l'information. Dans ce contexte-là, ça évoque deux autres anciennes technologies qui étaient utilisées auparavant. La première, celle qui consistait à indiquer un numéro à proximité d'une œuvre que l'on devait indiquer dans son application pour avoir les explications correspondantes. Sauf que là, il n'y a plus besoin de numéro, on va en fait avoir directement la page d'information qui va apparaître. Et la deuxième que vous connaissez également, c'est le QR code. Mais personnellement, j'ai le sentiment que ce n'est pas une technologie, c'est-à-dire on en voit partout des QR codes. On voit peu de gens qui sortent leur téléphone pour scanner ces codes barres et disons, profiter du contenu qui y est associé. Donc c'est une technologie nouvelle qui a vocation en fait à se substituer à ces deux approches que j'ai citées. Alors il y a d'autres domaines, on va passer rapidement. Dans les événements, là vous avez une illustration à l'échelle de tout le salon. Sur le salon, en fait, cette technologie des beacons est utilisée pour fournir 3 services. Le premier, c'est un service d'information sur les stands des visiteurs, c'est-à-dire qu'au lieu de donner un commentaire sur une œuvre d'art, ici on présente des entreprises, leurs produits, les informations de contact. Le deuxième service qui est offert, c'est le guidage, c'est-à-dire qu'on utilise ces beacons, par exemple dans le contexte du salon, à chaque intersection de couloirs et d'allées, un beacon particulier est installé qui permet en fait de diriger le visiteur. C'est-à-dire qu'en utilisant la boussole du téléphone et le beacon qui se trouve placé aux intersections, on est capable de guider le visiteur à l'intérieur du salon. Donc vous essayerez sur l'application, vous indiquez le nom d'un stand, il va vous emmener jusqu'à ce stand. Et le troisième service que l'on utilise ici, c'est ce que l'on appelle la découverte sociale. On donne la possibilité aux exposants et aux visiteurs de diffuser leur profil professionnel et donc vous pouvez de cette façon-là découvrir les profils des personnes qui sont à proximité immédiate de vous, c'est-à-dire dans le champ d'émission du même beacon. Donc ici, vous avez des chances d'en trouver puisque il y a 300 beacons qui sont installés dans le salon. Mais ça permet en fait de faire du partage social, ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre d'un événement, puisque c'est une manière d'échanger, par exemple, de permettre aux exposants de voir les fiches de leurs visiteurs sans devoir scanner leur badge, etc. Les autres contextes, rapidement, donc j'ai parlé des guidages. Dans le commerce, c'est aussi une technologie qui émerge pour donner des informations, principalement des promotions sur des produits. Par exemple, dans une grande surface, vous vous déplacez dans le rayon d'un supermarché et le système va vous informer des promotions fruits et légumes, des promotions sur le vin, etc. en fonction du rayon dans lequel vous situez. Alors on parlera également dans les universités, on a d'ailleurs fait des déploiements dans plusieurs écoles, dont HEC Paris qui est notre partenaire principal, pour en fait fournir de l'information contextuelle liées aux salles de cours et aux étudiants qui se trouvent dans ces salles de cours. Donc ça va être des informations sur les cours, les sessions qui ont lieu, des informations sur les professeurs, la possibilité aussi pour les enseignants de voir les profils de ces élèves, donc de pouvoir s'adresser à eux par leur nom. On utilise également ça de plus en plus dans un contexte d'utilisation dans les collectivités locales, dans les municipalités, pour fournir un certain nombre de services contextuels, disons, qui sont liés au lieu. Et puis un exemple un peu anecdotique, mais qui est intéressant pour voir un petit peu la diversité d'emploi des beacons. Dans le hippisme, par exemple, nous avons organisé une course hippique dans laquelle chaque cavalier était équipé d'un beacon qui diffusait en fait les informations sur le cavalier et sur le cheval, les courses auxquelles il avait participé, etc. Il y a une multitude d'emplois possibles. J'aurais pu faire une liste de 3 ou 4 slides avec des exemples d'utilisation contextuelle. Alors, une chose importante, c'est une technologie nouvelle qui évolue. Le principal promoteur jusqu'à présent des beacons, c'est Apple, puisque ça a été le premier. Et ils ont sorti en fait, sous le nom de iBeacon, ils ont sorti en fait disons un lien qui permet de développer des applications pour téléphone Apple qui utilisent justement les beacons. Alors, l'approche d'Apple nécessite une application, c'est-à-dire que pour que le téléphone réagisse au signal du beacon, il est nécessaire qu'il y ait une application particulière qui soit destinée à capter ce signal. Chaque beacon a une identité qui lui est propre et fait réagir une application particulière dans le modèle d'Apple.
Il permet les notifications. Donc ça, qu'est-ce que c'est qu'une notification? C'est le fait que votre téléphone éteint ou rangé au fond de votre poche va en fait se réveiller et afficher un petit message pour vous dire tiens, vous êtes à proximité d'un beacon, regardez, il y a une information qu'on voudrait vous donner. Donc les notifications ne nécessitent pas d'action volontaire puisqu'elles sont automatiques. Pardon. Par contre, l'inconvénient des notifications, c'est qu'elles ont un côté intrusif, c'est-à-dire qu'il est bien évident que si l'utilisateur est bombardé de messages sans avoir réellement rien demandé au fur et à mesure de sa progression dans un lieu, il va rapidement supprimer l'application. Donc il faut en faire un usage, à notre sens, très modéré. Et bien que cette technologie, à l'origine, ait été lancée par Apple, elle peut fonctionner en fait sur tout type d'appareil aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut très bien l'utiliser sur des équipements Android, Windows Phone ou d'une autre nature. L'approche concurrente, qui s'appelle Eddystone, est plus récente puisqu'elle date de l'été dernier, de juillet 2015. Et Google a pris une approche, disons que probablement inspirée par le lancement d'Apple et les 18 mois, disons, de mise en œuvre de iBeacon. Google a pris une approche différente qui est beaucoup plus générique. Et en fait, Google nous permet de créer un beacon qui va émettre une URL, c'est-à-dire en fait qui ne nécessite pas d'application particulière pour fonctionner. Alors ça, c'est très très intéressant, parce que vous savez, si vous-même êtes impliqué dans le cadre de développement d'applications et que vous, auprès de vos visiteurs par exemple, vous leur demandez de télécharger une application, nous savons tous que c'est difficile. Ça nécessite un effort de promotion marketing très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de freins naturels, si vous voulez, qui font que les gens téléchargent difficilement des applications. La première raison, c'est que les gens ne connaissent pas forcément leur mot de passe, ne savent pas forcément bien manipuler leur appareil pour pouvoir télécharger ces applications. Et puis après, il y a des raisons d'ordre psychologique, en se demandant, bon, cette application va me servir qu'une fois, je ne connais pas bien l'éditeur de l'application, donc je n'ai pas envie de prendre le risque de la télécharger, etc. Enfin, vous voyez, il y a une multitude de freins. Et ces freins sont un handicap. Et du coup, les gens passent parfois à côté d'un contenu qui pourrait être intéressant, mais ne vont pas oser le faire, en fait, justement parce qu'ils ne vont pas télécharger cette application. Donc, dans l'approche Eddystone de Google, le grand intérêt, c'est qu'on émet une URL qui fait réagir le navigateur et qui va permettre, en fait, au navigateur de pouvoir directement afficher la page correspondante sans avoir besoin de télécharger d'application. C'est d'autant plus intéressant que ça peut être un premier pas vers le téléchargement de l'application. Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à amener le visiteur sur votre page web, rien ne vous empêche de proposer un lien pour télécharger votre application. Mais là, vous avez beaucoup plus de chances de l'obtenir. Donc, vous voyez, c'est un premier pas qui permet en fait en 2 étapes d'arriver à obtenir des téléchargements sur les smartphones des visiteurs sans devoir nécessairement, disons, les obliger au départ à prendre l'application. On va continuer. Alors, les iBeacon dans le contexte des établissements culturels, à ma connaissance, le premier établissement qui a déployé cette technologie, c'est le Brooklyn Museum, puisqu'ils ont fait état, en fait, Apple a lancé la technologie en novembre 2013 dans les boutiques Apple Store aux États-Unis, et le Brooklyn Museum a déployé un service dès le tout début 2014, dans le mois de février, qui est basé justement sur cette technologie. Si vous êtes intéressé, il y a un témoignage d'ailleurs du conservateur du musée qui témoigne de cette utilisation. Donc dans le contexte culturel, permet de localiser un visiteur dans une salle et de proposer. Donc on va voir tout à l'heure des exemples d'écran qui vont illustrer un petit peu cette approche. C'est-à-dire fondamentalement l'idée, déployer des beacons à proximité des œuvres et montrer ce que l'on sait faire. Ça va aussi nous permettre de créer des parcours, et ça c'est une approche intéressante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir contextualiser la visite et définir des parcours qui vont être adaptés à différents types de clients. Puisque une fois qu'on est capable de localiser le visiteur, on est capable de lui indiquer quelle est l'étape suivante, où il doit se rendre. N'oublions pas qu'avec ces dispositifs, on sait guider les gens comme on le fait dans le cadre de ce salon. Donc là, on va utiliser ça pour créer des parcours pour enfants, pour adultes, thématiques. Vous pouvez aussi avoir des approches ludiques, comme par exemple une chasse au trésor pour un groupe d'enfants, définir une série d'œuvres avec des indices qui permettent de trouver
l'indication sur l'œuvre suivante. Et comme vous êtes capable de les localiser, vous êtes donc capable de savoir qu'ils sont bien devant l'œuvre qui nous intéresse, vous êtes donc à ce moment-là capable de leur fournir l'indice pour trouver l'œuvre suivante et de cette façon-là les faire graviter à l'intérieur de votre musée selon votre choix. Un point important aussi, c'est qu'on peut construire, comme on est capable d'identifier les téléchargements des pages contextuelles en fonction du signal du beacon, on est capable de les compter. Et on est donc capable de créer des statistiques qui vont nous donner les taux de fréquentation par salle et même par consultation par œuvre en fonction du réseau de beacon que l'on aura déployé. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'évidemment, ça ne va concerner qu'une partie de votre public, vu que tout votre public ne va pas nécessairement utiliser votre application, mais ça va vous permettre d'avoir des statistiques et de les voir évoluer dans le temps. Et même si ces statistiques sont fragmentaires, c'est-à-dire qu'elles ne concernent qu'une partie du public, elles seront certainement, l'échantillon sera certainement suffisamment significatif pour vous donner en fait des statistiques de fréquentation de vos salles. Donc c'est un outil de back-office qui est intéressant et qui complète très bien le reste des emplois. Alors quelques mots sur notre application. Donc Next2You, nous sommes développeurs d'applications dans le contexte muséal. On expose ici sur le stand C7 et on présente donc une application qui est prête à l'emploi et qui est basée sur cette technologie des beacons, donc qui permet de créer des pages multimédia avec son, vidéo, images, texte. Donc le système est basé sur un CMS qui permet d'introduire son contenu, donc de créer ces pages. C'est un système qui est complètement dynamique. Ensuite, à partir de ça, on va relier chacune de ces pages à un beacon en particulier, chaque beacon ayant un identifiant, un numéro unique. Ensuite, vous allez pouvoir déployer donc ce réseau de beacons dans votre établissement, dans les salles et à proximité des œuvres qui sont associées aux pages et aux commentaires, et pouvoir donc présenter l'option interactive au public. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, parce que, je le répète, en soi, c'est quelque chose que l'on aurait pu faire il y a 10 ans avec d'autres moyens. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une technologie peu coûteuse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très abordable, même pour un établissement de taille moyenne, si vous voulez, de déployer un système de cette nature sans entrer dans des investissements importants. En tous les cas, nous, c'est l'option que nous avons voulu prendre avec notre application Next2You, c'est-à-dire de proposer en fait une application de base sous le nom générique de Next2You, que l'on personnalise ensuite aux établissements et donc qui prend le nom de l'établissement qui l'utilise, mais qui conserve toutes les options qui ont déjà été développées dans l'option de base. Un point également important, bon, qui n'est pas directement relié au beacon, mais qui est très intéressant dans notre approche, c'est que naturellement l'application fournit des commentaires audio, c'est-à-dire que le visiteur peut disposer d'écouteurs et avoir un commentaire sur l'œuvre quand il s'en approche, sous forme ou bien de texte ou bien audio. Mais l'audio est fabriqué par une fonction text-to-speech, c'est-à-dire qu'en fait, vous, pour créer votre contenu, vous rentrez le texte, et c'est le téléphone qui lit le commentaire audio, et si vous venez sur notre stand, on vous le fera découvrir, qui lit le commentaire audio avec une voix de très bonne qualité. Et cette voix est disponible en 36 langues différentes. Donc ça, c'est un point important parce que le coût de fabrication de l'audio, dans le coût de création d'une application multimédia, le coût de fabrication de l'audio est très élevé et en plus il est relativement immuable, c'est-à-dire qu'une fois que la voix est enregistrée dans l'application, si on veut par exemple rajouter une œuvre, il faut retrouver la personne qui a enregistré la voix pour éviter, disons, des ruptures dans l'intonation du texte, c'est tout un travail. Alors que là, en fait, il suffit avec le CMS de changer le texte et à la minute suivante, les visiteurs recevront le nouveau commentaire audio. Très intéressant aussi pour le multilingue. Si vous voulez faire des versions en langue étrangère de vos commentaires, il suffit de faire la traduction des textes. L'audio est généré dynamiquement, je le répète, en 36 langues, incluant le chinois, le coréen et des langues rares, ce qui est particulièrement intéressant. Le slide suivant. Donc là, vous avez quelques exemples, quelques copies d'écran. On va passer rapidement dessus. Alors ce soir, je refais cette conférence à 17h45, cette fois-ci avec un temps beaucoup plus important, ce qui me permettra de faire une démonstration live du système. Sinon, vous pouvez également nous la demander sur notre stand. Alors un point qui est intéressant dans notre approche, c'est ce que l'on appelle le Beacon Center. Ça règle un problème technique important. Les beacons émettent à quelques mètres. Et je vous ai dit, on peut régler l'intensité du signal de 4-5 mètres à jusqu'à 50 mètres en puissance maximum. Mais il se peut très bien que votre visiteur, à un instant donné, soit dans une zone de chevauchement de signal.
Et là, dans le cadre du salon, c'est une évidence. Il y a beaucoup de petits stands. Et donc très très souvent, à n'importe quel endroit que vous vous trouviez, vous verrez, si vous utilisez l'application, vous êtes dans le signal de 10, 12 beacons différents. Et là, le problème, c'est qu'il n'est pas question d'afficher une page automatiquement aux visiteurs, parce que dans ces cas-là, on ne saurait pas laquelle afficher. Donc nous, notre approche technique, qui est d'ailleurs brevetée, c'est ce que l'on appelle le Beacon Center. Ça consiste en fait à afficher une bulle qui représente l'œuvre ou la salle, enfin l'image que l'on souhaite, l'œuvre exposée généralement, et qui va grossir au fur et à mesure que le visiteur va s'approcher de l'œuvre. Et pour déclencher le commentaire multimédia, il suffira au visiteur d'appuyer sur la bulle correspondante. Vous pouvez expérimenter le procédé dans le salon. Slide suivant. Donc là, bon, ici on rentre dans le contexte des pages multimédia, mais bon là je me contente de vous présenter, c'est une approche plus classique. Donc ces pages sont construites texte, image, lecture automatique des textes, ce que je vous ai précisé tout à l'heure. On va continuer. D'autres usages possibles, là, donc vous avez l'illustration du Beacon Center. Ce qui est intéressant aussi, et même dans un contexte muséal, ça garde tout son intérêt, c'est le guidage. C'est-à-dire que vous pouvez offrir dans la même application un service qui va permettre de guider vos visiteurs à l'intérieur de votre établissement, d'une salle à l'autre, en présentant par exemple un index des destinations, comme dans l'exemple que vous avez ici, bon, qui est du commercial, mais c'est construit sur le même principe. Et ce qui est intéressant avec le guidage, c'est qu'on peut l'utiliser de deux façons, soit pour définir, donc pour que l'utilisateur choisisse sa destination et s'y rende, soit pour définir des parcours, c'est-à-dire que dans ces cas-là, l'enchaînement de la visite va être drivé en fait par le téléphone qui va guider l'utilisateur jusqu'à sa destination suivante. Slide suivant. Bon, d'autres exemples, d'autres copies d'écran. On utilise également ça, mais là on n'est plus dans un contexte muséal, pour faire du partage de profils, donc pour identifier des personnes qui se trouvent autour de nous. Ça peut néanmoins être intéressant, par exemple pour un guide avec un groupe. Slide suivant. Alors, quelques questions aussi qui se posent lorsque l'on veut déployer ce type de technologie. La première question, comment faire télécharger l'application? Donc ça, il faut être très très clair. Si vous avez déjà une application actuellement, vous savez que c'est un problème réel. Si vous n'en avez pas encore, croyez-moi, c'est un problème réel. Il y a deux approches possibles à mon sens. Donc déjà, il y a l'aspect marketing, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un marketing actif, si vous voulez, pour obtenir des résultats. Vous voyez par exemple dans le cadre du salon, pour obtenir le téléchargement de l'application, on a des personnes à l'accueil qui vous ont peut-être vu, qui vous ont abordé, qui vous ont incité à le faire. Et ce n'est pas forcément suffisant. Je n'ai pas posé la question de savoir combien de personnes ici ont téléchargé l'application, je le ferai à la fin. Donc vraiment, question marketing. Il y a deux approches possibles, à mon avis, aujourd'hui, en particulier en utilisant la technologie des beacons. La première approche, fournissez les appareils. C'est-à-dire que c'est clair que le gros intérêt de l'application, c'est que les gens peuvent le mettre sur leur smartphone, mais n'oubliez pas, les gens ne connaissent pas forcément leur mot de passe pour accéder à l'App Store ou Google Play. Donc, les gens n'ont pas forcément emmené leurs écouteurs, les gens emmènent rarement leurs écouteurs avec eux, donc le commentaire audio ne va pas pouvoir être passé sur le téléphone. Les gens ne souhaitent pas forcément télécharger l'application parce que comme elle a un usage ponctuel par rapport à leur visite, ils vont se dire « bah oui, mais qu'est-ce que je vais en faire après ?» etc. Donc tout ça. Et puis, il y a le temps de téléchargement, il y a le fait d'avoir un Wi-Fi à disposition, etc. Donc, une des approches, c'est de fournir les appareils. Ce qui est intéressant dans le contexte de l'application, c'est que vous n'êtes pas obligé de choisir. Vous pouvez très bien proposer les deux services, c'est-à-dire proposer à vos visiteurs de leur prêter un appareil avec écouteurs ou bien de leur laisser utiliser leur propre smartphone. La différence entre les deux modèles, elle peut être suggérée par exemple par le fait que la location d'un appareil soit payant, la mise à disposition de l'application soit gratuite. Faut-il louer des appareils, proposer des écouteurs? Alors, en tous les cas, la location d'appareils, c'est quand même à considérer dans le cadre d'une application. La vente d'écouteurs, puisque les écouteurs sont relativement peu onéreux à acheter en quantité, la vente d'écouteurs est un must. Parce que n'oubliez pas que si vous avez un commentaire audio à diffuser, les gens, généralement, ne transportent pas leurs écouteurs avec eux. Les jeunes, oui, parce qu'ils écoutent de la musique. Les moins jeunes, eux, en général, n'ont pas leurs écouteurs avec eux. Vous devez être capable de leur vendre pour 1 ou 2 euros une paire d'écouteurs à l'entrée de l'établissement, comme ceux, par exemple, qui sont distribués dans les avions.
Faut-il faire payer le service? Alors pour revenir une minute en arrière, il y a quand même une chose importante qu'il faut bien voir et qui va changer la donne, c'est l'utilisation du standard Eddystone dont je vous parlais tout à l'heure de Google. Parce qu'avec le standard Eddystone, il n'y a plus besoin de télécharger d'application, ça change tout. L'effort marketing est bien moindre pour obtenir le résultat et le fait que le public accède à votre contenu. Puisque votre public, la seule chose qu'ils vont devoir faire, c'est d'ouvrir leur navigateur et de suivre la visite. Mais bien sûr, on ne peut pas leur offrir qualitativement une expérience de même qualité avec des pages dans un navigateur que par une application, soyons clairs. Alors la solution, c'est de proposer un contenu de base avec images et texte, sans audio, etc., qui serait peut-être un peu lourd d'accès, dans des pages de navigateur qui soient propulsées par le beacon, et ensuite de les inviter dans chacune de ces pages à télécharger l'application. Et là, vous verrez, vous obtiendrez des taux de téléchargement d'application de 2 à 3 fois plus élevés. Parce qu'on a accompagné le visiteur à franchir une première marche. Il va découvrir les commentaires que vous diffusez, y trouver un intérêt en disant « mais c'est intéressant ». Et là, si vous voulez, si on lui propose de télécharger l'application pour avoir les commentaires sous forme audio, pour avoir, disons, une qualité, un niveau d'enrichissement plus élevé, il sera beaucoup plus prompt à le faire. Donc c'est pour ça que cette technologie Eddystone n'est pas concurrente en réalité de l'approche d'application classique, elle est complémentaire. Quelle stratégie pour offrir le contenu en plusieurs langues? Je répète, un des freins essentiels au fait de proposer du contenu en un grand nombre de langues, c'est le coût de fabrication du contenu audio. Notre approche qui consiste à fabriquer dynamiquement le commentaire audio par une lecture du texte permet des économies considérables. Il suffit de faire traduire les textes. Donc ça permet par exemple, et vous pouvez les faire traduire, disons, par n'importe qui, du texte ça se manipule très bien, ça s'envoie par email, on peut les faire traduire à distance et à ce moment-là ensuite réincorporer les textes traduits dans l'application qui va les lire dynamiquement pour le visiteur. Comment promouvoir les ventes de la boutique? Alors c'est aussi un usage, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui les boutiques c'est quand même, disons, quelque chose d'important de faire fonctionner la boutique dans de plus en plus d'établissements. Les beacons ont aussi un intérêt. Vous pouvez par exemple, au moment de la présentation des œuvres, indiquer aux visiteurs, par exemple, lui suggérer des ouvrages de référence sur l'artiste, sur l'œuvre qu'il est en train de découvrir. Et l'utilisateur va pouvoir en fait sélectionner, montrer son intérêt en appuyant par exemple sur une commande sur l'écran de son application. On va enregistrer ce choix et lorsque l'utilisateur va se trouver à proximité de la boutique, eh bien dans la boutique on met des beacons aussi. Et ces beacons vont réveiller l'application par une notification pour lui dire « Tiens, l'ouvrage qui vous intéressait tout à l'heure se trouve sur telle étagère ». Donc vous voyez, c'est une manière aussi de promouvoir les ventes de boutiques. Et cette fois-ci, par le système de notification, donc on va aller chercher le visiteur pour lui donner les informations et pour lui rappeler en fait qu'il avait manifesté son intérêt par rapport à un ouvrage. Donc ce qui va se traduire en fait, et tout ça, ça va être fait dans le même contexte d'application, ce qui va se traduire par des gains sur, disons, une aide pour pouvoir améliorer la commercialisation, donc on appellerait ça nos produits dérivés. Bon, je vais regarder mon téléphone. J'ai largement... non, je suis à peu près dans les temps. Je termine ma présentation. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vais refaire cette présentation cet après-midi à 17h45, mais disposant cette fois-ci d'1 heure. Ça va me permettre de rentrer beaucoup plus dans les détails. Je vais vous laisser me poser vos questions, si vous le souhaitez. Nous exposons également, je vais être présent sur le stand C7, qui est dans l'allée centrale, là, près de l'entrée, pour présenter cette technologie et ces solutions. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Madame, vous voulez... Tenez, je vous donne le micro. Bonjour, j'ai raté le tout début. En termes de budget, le location ou achat de l'application et du beacon lui-même. Alors, il y a deux... En fait, on propose l'application de deux façons différentes. Dans une approche de test, on peut utiliser une application générique qui s'appelle Next2You, qui est gratuite et qui permet de créer du contenu et qui nécessite en fait un abonnement minimum. Mais quand je dis test, on a des établissements qui l'utilisent comme application. Mais l'application est disponible sous le nom Next2You et pas sous le nom de votre établissement.
Par contre, là, on parle de budgets qui sont, disons que ça commence à des budgets de l'ordre, pour l'abonnement, donc de support pour créer son contenu, c'est un budget qui commence en dessous de 1 000 € par an. Et dans le cadre d'applications de ce qu'on appelle marque blanche dans notre jargon, c'est-à-dire qu'en fait, on va dupliquer notre application Next2You et la publier au nom de votre établissement, on parle de budgets qui commencent à partir autour de 5 000 € selon les différentes options. C'est-à-dire qu'en fait, achat. Et ensuite, il y a un abonnement du même ordre de celui que je vous avais cité. C'est-à-dire le budget minimum pour l'application Next2You mise en service dans votre établissement, 1 000 € par an, sans coût fixe. Le seul coût fixe, c'est effectivement l'acquisition des beacons et il faut compter une trentaine d'euros par beacon. Reste à voir après si on en met à chaque œuvre ou un par salle. Enfin, vous voyez là, il faut voir ça. C'est très modulaire et on peut en ajouter par la suite. Et dans le cadre d'application marque blanche, c'est-à-dire publiée au nom de votre établissement, au nom de votre musée, à ce moment-là, on parle de budget d'entrée qui se situe autour de 5 000 € et qui ensuite, avec des abonnements autour de 1 000 € par an pour obtenir le support, et qui ensuite peuvent évoluer en fonction des options qui sont demandées. C'est-à-dire qu'il y a différentes options selon que le guidage est déployé ou pas, selon telle ou telle option. Mais notre approche est d'avoir une solution qui est relativement économique dans un cadre standard. Avez-vous d'autres questions ? Bonjour, vous avez parlé de la possibilité d'avoir plusieurs parcours différenciés. Est-ce que ça suppose différentes applications pour chaque type de parcours ? Merci. Non, bien sûr, c'est fait. L'application, en fait, on va demander au départ, au moment du lancement de l'application, on va demander en fait à l'utilisateur d'identifier sa catégorie. Alors ça peut se faire de deux façons différentes, c'est-à-dire qu'on peut le faire soit par... si on est dans le cadre, par exemple, de location d'appareils, on peut verrouiller l'appareil de sorte qu'il ne fonctionne que pour un type de parcours donné. Mais généralement, ça se fait au démarrage de l'application, on sélectionne un parcours. Maintenant, rien n'empêche de dupliquer l'application et de publier 3 applications distinctes pour 3 parcours différents. Ça, on peut parfaitement le faire aussi. Concernant quand ça fonctionne en mode web app, est-ce qu'il faut un réseau puissant, 3G, 4G ? Alors, dans le cas particulier, l'approche qu'on a prise dans notre application, il y a 2 options possibles. Soit on propose dynamiquement, donc déjà en termes de, si on a une stratégie de téléchargement de l'application sur les téléphones des visiteurs, il est indispensable d'avoir un Wi-Fi à l'accueil pour qu'ils puissent faire le téléchargement au moment où ils entendent parler de l'application. Par contre, dans l'établissement lui-même, on peut précharger le contenu. Tout dépend ou bien on peut fournir le contenu au fur et à mesure de la visite. Donc là, ces 2 stratégies qui ont des avantages et des inconvénients. Si on précharge le contenu au départ, évidemment, ça veut dire qu'on va quand même avoir un temps de téléchargement du contenu un peu plus important au début. Mais n'oublions pas qu'avec l'approche de l'application Next2You, il n'y a pas d'audio. On n'a pas à télécharger de l'audio, puisqu'il est lu dynamiquement dans le téléphone. Donc, or le poids des textes par rapport à une bande audio qui lit ce texte, c'est un rapport à peu près d'1 pour 20. Donc les temps de téléchargement sont évidemment beaucoup plus rapides. Reste à télécharger les images. Mais les images, sur la résolution d'un téléphone, on n'a pas besoin d'images de très haute résolution. En revanche, dans un environnement de type tablette, iPad, il nous faut de meilleures images. Ou alors la deuxième stratégie, c'est de diffuser le contenu à l'intérieur de l'établissement lui-même quand la personne s'approche d'une œuvre. Et ça se fait par le biais d'un Wi-Fi. Mais là, bien entendu, ça nécessite d'avoir un réseau Wi-Fi à disposition dans tout l'établissement. Donc, selon votre établissement, selon les moyens dont vous disposez, selon la taille aussi, parce qu'il est bien évident que si on s'adresse à un établissement qui a des milliers d'œuvres, ça me paraît difficile de faire télécharger tout le contenu au départ, vous voyez. Donc là, il faut imaginer un système de relais. Mais la question du téléchargement est un point important. C'est clair que, disons, c'est une préoccupation. Quand on loue les appareils ou que l'on les met à disposition du public, le problème de téléchargement n'existe pas, puisque là, bien entendu, tout le contenu se trouve sur l'appareil dès le départ. Il n'y a pas besoin de réseau Wi-Fi dans l'exposition elle-même. Mais en soi, le beacon ne nécessite pas de Wi-Fi. Ici, dans le cadre du salon, on est en Wi-Fi partout, donc vous pourrez tester l'application. Donc le contenu est chargé au fur et à mesure que vous vous déplacez dans le salon.
Mais vous pouvez très bien, et vous le verrez si vous observez attentivement l'application, il y a une option de téléchargement qui permet de télécharger le contenu à l'avance. D'autres questions ? Et concernant la maintenance des beacons, est-ce que vous assurez un service de maintenance ? Alors, pour la maintenance des beacons, elle est très simple, ça se fait par échange standard. C'est-à-dire que on vous met toujours 1 ou 2 beacons supplémentaires à disposition dans votre établissement, 1 ou 2 ou plus selon la taille. Et en fait, ce que l'on fait, c'est quand un beacon est défaillant, on le retire, on en met un autre à la place et on renvoie par la poste. Ça, c'est très très simple. Ceci dit, en termes de défaillance, on a très peu de problèmes avec les beacons. Le seul point qu'il faut quand même envisager, c'est le changement de la pile. Mais vous avez un email automatique, c'est-à-dire qu'en fait, le niveau de la pile, parce que même si les piles peuvent avoir plusieurs années d'autonomie selon la puissance du beacon, n'empêche qu'à un certain moment, il faut quand même les remplacer. Or, ce qui est intéressant, c'est que le beacon, il émet discrètement dans ses messages le pourcentage de batterie qu'il reste. Et on définit une limite, par exemple, on dit 15%. Ce qui fait que quand cette limite est franchie, votre visiteur, en passant à côté du beacon, va recevoir le signal et on va utiliser en fait le smartphone de votre visiteur pour envoyer un message à notre serveur qui va ensuite vous renvoyer un email pour vous dire attention, le beacon 112, la batterie est en dessous du seuil, ce qui vous laisse le temps de la remplacer. D'autres questions ? Je vais devoir céder la place au conférencier suivant, je crois que j'ai largement dépassé mon temps de parole. Alors je le répète, si vous souhaitez avoir plus d'informations, d'abord je vous invite à utiliser l'application pour votre visite. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je suis à votre disposition ici sur notre stand et ce soir à 17h45 où j'aurai le plaisir de vous faire une démonstration live, disons, du procédé. Merci beaucoup et bonne journée.